Avant de commencer ce récit, j'ai une invitation simple mais importante à vous adresser. Si vous appréciez les histoires mystérieuses, l'horreur psychologique et les récits qui vous amènent à vous interroger sur ce qui se cache derrière ce que nous appelons la normalité, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire comme celle-ci. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous? Les grilles en fer avaient toujours été là, noires, trop hautes pour les standards de la petite commune française de Montfaucon, un lieu oublié, niché au creux de collines humides et de chemins étroits. Ils ne grinçaient pas, ne rouillaient pas, ne bougeaient pas. Ils existaient tout simplement comme une frontière nette entre ce qui était permis et ce qui ne devait jamais être remis en question. Derrière eux se dressait la propriété connue sous le nom de la propriété Duval, un vieux bâtiment entouré d'épais murs et d'un silence absolu. Pendant des décennies, personne ne sut exactement qui avait vécu là. On savait seulement que les anciens propriétaires avaient disparu sans explication officielle. L'endroit n'avait été ni démoli, ni vendu, ni repris par l'État. Il demeurait intact, comme en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Julien Moreau n'avait jamais prêté attention à cette propriété jusqu'à ce qu'il y soit contraint. Enquêteur civil, muté de Lyon, après la clôture controversée d'une affaire, il était arrivé à Montfaucon en quête d'anonymat, non de réponse. Son nouveau poste impliquait des tâches banales, dossiers administratifs, incidents mineurs, litiges ruraux. Rien qui requérât son expertise ni n'éveilla sa curiosité. Mais, dès la première semaine, quelque chose a commencé à se répéter. Appel anonyme. Toujours à la même heure, toujours silencieux. Le téléphone du commissariat sonna à 23h17. Quand Julien décrocha, il n'y eut que le silence. Aucun bruit, aucune respiration, aucun signe d'interférence. L'appel dura exactement 30 secondes avant de se couper. D'abord, il l'ignora, puis il commença à prendre des notes. Le 4e jour consécutif, il décida de remonter à la source de l'appel. Ce numéro n'existait pas. Aucun opérateur, aucun enregistrement technique. Juste un code interne pointant vers une ligne fixe désactivée depuis plus de 20 ans. L'adresse associée donna la nausée à Julien, la propriété Duval. Il a demandé l'autorisation de visiter le site. Sa demande a été immédiatement refusée. La réponse fut laconique, sans justification formelle. Un supérieur à Paris appela personnellement, chose inhabituelle pour une affaire aussi mineure. L'ordre était clair. Ne vous approchez pas des portails, n'enquêtez pas et n'enregistrez officiellement aucune activité liée à la propriété. Julien comprit alors que ce n'était pas seulement une question de bureaucratie. Pendant ce temps, de l'autre côté des murs, quelqu'un observait. Ce n'était ni de la paranoïa, ni une intuition exagérée. Lors de ces rondes nocturnes, Julien commençait à ressentir cette même présence constante chaque fois que la voiture de police ralentissait devant les grilles. L'impression d'être scruté, évalué, comme si chacun de ses mouvements était enregistré. Il n'y avait ni caméra visible, ni garde. Pourtant, le silence semblait actif, attentif. Les villageois évitaient le sujet. Dès que Julien mentionna les portes, les conversations s'interrompirent. Certains détournèrent le regard. D'autres changèrent rapidement de sujet. Une peur collective régnait, une peur qui n'avait besoin d'aucune explication, seulement de respect. Un soir, en rentrant chez lui, Julien a trouvé quelque chose d'inattendu collé au pare-brise de sa voiture. Une enveloppe brune, sans timbre ni nom. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée, écrite à la main en lettres fermes et désuètes. Personne n'était autorisé à entrer. Vous non plus, vous ne devriez pas. Il n'y avait pas de menace explicite, mais le message véhiculait quelque chose de plus lourd que la violence. La certitude. À partir de ce moment, les événements cessèrent d'être subtils. L'autoradio de la voiture se mit à dysfonctionner dès qu'il approchait de la route menant à la propriété. Des animaux morts commencèrent à apparaître près du portail, non mutilés mais immobiles, comme s'ils avaient simplement rendu l'âme. Et un matin,
Julien jura avoir vu une lumière allumée à l'intérieur de la maison principale, alors que les registres officiels indiquaient qu'il n'y avait plus d'électricité depuis les années 1990. Julien savait qu'il franchissait une ligne invisible, non par courage, mais par un besoin presque instinctif de comprendre. Quelque chose existait sur cette propriété et cela persistait, et quelqu'un, à un certain niveau, la protégeait encore. L'antagonisme ne se manifestait pas sous forme humaine, du moins pas encore. C'était une force organisée et silencieuse, institutionnalisée par la peur et l'omission. Une structure qui restait inébranlable précisément parce que personne n'osait la remettre en question. Et Julien, le nouveau venu, était devenu un problème. Ce soir-là, alors qu'il se garait pour la première fois sans autorisation devant les grilles, il remarqua un détail qui lui avait échappé durant la journée. Des symboles gravés dans le fer, presque effacés, alignés comme des marques de confinement. Ils n'étaient pas décoratifs, c'étaient des avertissements. Le vent s'est arrêté, le silence est devenu absolu. Et derrière les murs, quelque chose semblait réagir à sa présence. Montfaucon n'apparaissait ni dans les guides touristiques, ni dans les reportages récents. C'était un lieu qui semblait vivre en marge du temps, préservé par des coutumes ancestrales et un accord tacite entre ses habitants. Certaines questions restaient taboues. Les maisons de pierre arboraient des façades impeccables, mais les regards des gens trahissaient une vigilance constante, comme si le passé n'était jamais loin. Julien commença à le remarquer dans les petits détails. Le café de la place fermait plus tôt que prévu. Les messes du soir attiraient moins de fidèles que d'habitude pour un village de cette taille. Les enfants ne jouaient plus près de la route menant à la propriété. C'était comme si une carte invisible délimitait les zones où l'on pouvait vivre sans danger. Il commença à fréquenter assidûment les archives municipales, un bâtiment ancien et étroit tenu par Émile Laurent, un homme maigre à la posture rigide qui y travaillait depuis plus de 40 ans. Émile connaissait chaque document, chaque acte de naissance, de décès et de propriété foncière. Il parlait peu mais observait beaucoup. Les premiers jours, Julien posa des questions générales, des dates, d'anciens maires, des litiges fonciers. Émile répondait sans hésiter. Mais quand le nom Duval dès son apparition, l'homme interrompit ses recherches, referma le livre avec une précaution excessive et ajusta ses lunettes comme s'il avait besoin de gagner du temps. « Ces dossiers sont incomplets », a-t-il finalement déclaré. « Certains ont été demandés par l'État il y a des années. » Julien comprit qu'il ne s'agissait pas d'un mensonge pur et simple. C'était une vérité incomplète, soigneusement élaborée. Peu à peu, il a reconstitué des fragments de l'histoire locale. La famille Duval avait été, de génération en génération, l'une des plus influentes de la région. Propriétaire terrien, financeur de travaux publics, mécène occasionnel. Jamais figure politique ou publique visible. Leur pouvoir s'était toujours exercé dans l'ombre. La disparition officielle remonte à la fin des années 1980. Les archives font état d'une brève enquête classée sans suite faute de preuves. Aucun corps, aucun suspect, juste le silence de l'administration. Julien commença lui aussi à observer les habitants de plus près. Claire Dubois, la propriétaire de l'épicerie, semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Chaque fois qu'il entrait, elle laissait la radio allumée, comme si le son emplissait les lieux dangereux. Un jour, en le voyant acheter des lampes de poche et des piles, Claire devint visiblement tendue. « Vous n'avez pas l'intention de prendre cette route, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans le regarder. Julien ne répondit pas. Le silence fut tel qu'elle s'éloigna du comptoir, comme si elle avait besoin de prendre ses distances avec cette éventualité. Un autre personnage commença à se distinguer. Marc Vautrin, un ancien policier du village, retraité anticipé. Il vivait seul à la périphérie, dans une maison bien trop modeste pour quelqu'un qui avait passé des décennies au service de l'État. Marc évitait tout contact, mais observait Julien de loin, surtout lorsque le sujet de la propriété était évoqué dans les conversations. C'est Marc qui a finalement rompu le pacte tacite. Par une nuit pluvieuse, Julien trouva l'homme assis dans sa voiture, garée devant chez lui. Le moteur était éteint,
mais la radio était allumée à faible volume. Marc ne demanda pas la permission de parler. « Ils choisissent toujours quelqu'un de l'extérieur », a-t-il dit. « Parce que ceux qui sont nés ici apprennent très tôt à ne pas regarder derrière les grilles. » Julien l'écouta sans interrompre. Marc expliqua que, des années avant la disparition de la famille Duval, des phénomènes étranges avaient déjà été constatés. Des personnes entrant sur la propriété et disparaissant à jamais, des bruits au petit matin, des camions arrivant la nuit et repartant avant l'aube. Tout fut archivé, puis emporté. Ce n'était pas une peur ordinaire, a-t-il ajouté. C'était une guidance, des ordres venus d'en haut, de très loin au-dessus de notre village. La France institutionnelle y apparut non comme une protection, mais comme une couche de dissimulation. Certains rapports n'atteignirent jamais Paris. D'autres revinrent estampillés avec des instructions claires de ne pas poursuivre. Julien commença à comprendre que l'antagonisme ne se limitait pas à une question de propriété ou de contenu, mais qu'il s'agissait d'un ancien réseau d'intérêts, de silence et d'obéissance. Un système qui se perpétuait parce qu'il fonctionnait et parce que personne n'osait le briser. Le monde qui l'entourait semblait immuable dans son refus d'affronter la situation. Chaque habitant avait sa part d'inaction, non par malice, mais par instinct de survie. Et Julien, en insistant, se plaçait en dehors de cette logique. Cette même nuit, en relisant ses notes, il découvrit quelque chose de nouveau. Une vieille carte, oubliée parmi des papiers sans rapport, indiquant des tunnels souterrains sous la propriété Duval, la reliant à des points stratégiques du village. Rien de tout cela n'apparaît dans les documents officiels récents. Le monde que Julien pensait explorer n'était que la surface. La découverte de la carte a complètement bouleversé la vision de Julien. Jusque-là, il avait rassemblé les informations comme on tente de reconstituer un puzzle antique, en acceptant que certaines pièces soient perdues à jamais. Les tunnels ont changé la donne. Ce n'étaient ni des rumeurs, ni des souvenirs déformés d'habitants apeurés. C'étaient des structures planifiées, documentées, construites intentionnellement. Le lendemain matin, Julien refit le même chemin entre les archives municipales et la route de la propriété, observant le terrain avec une attention renouvelée. De petites irrégularités, de vieux puits scellés, des hangars abandonnés qui semblaient n'avoir aucune utilité. Tout se mit à prendre un autre sens. Ce n'étaient plus des vestiges du passé rural du village, mais des points d'accès, des entrées oubliées vers quelque chose qui n'avait jamais été officiellement fermé. Il a tenté de consigner sa découverte dans un rapport préliminaire. Le système a planté, non pas une panne courante, mais un blocage sélectif. Impossible d'enregistrer le fichier. À sa deuxième tentative, il a reçu une notification interne l'informant que son accès avait été temporairement restreint en raison d'une incohérence d'attribution. Quelques heures plus tard, il reçut un autre appel de Paris. La voix du supérieur était maîtrisée, presque trop polie. « Tu te dérobes à tes responsabilités, Moreau. » Julien ne s'est pas défendu. Il a simplement écouté. « Il ne faut pas revenir sur certaines structures, » poursuivit la voix. Non pas parce qu'elle dissimule quelque chose, mais parce qu'elle préserve l'équilibre. Le mot « équilibre » résonna longtemps dans l'esprit de Julien après la fin de l'appel. Ce n'était pas un argument juridique, mais presque philosophique, une justification abstraite d'une réalité extrêmement concrète. Le même après-midi, Marc Vautrin réapparut. Cette fois, il n'y eut aucun avertissement indirect. Il entra au commissariat alors que Julien était seul, verrouilla la porte et frappa la table avec une telle force que les papiers vibrèrent. « Vous avez trouvé les tunnels » dit-il. Il ne posa pas de questions. Julien l'a confirmé. Marc expliqua que des années auparavant, une enquête similaire avait été ouverte par un procureur régional, un homme méthodique, discret et respecté. Il n'avait pas disparu, il avait été muté, discrédité, peu à peu isolé jusqu'à sa démission. Quelques mois plus tard, il mourut dans ce qui fut présenté comme un accident domestique. Rien de tout cela n'a été consigné dans les archives officielles. Son erreur a été de vouloir tout régler en même temps, a déclaré Marc. Le système réagit lorsqu'il se sent menacé.
Les obstacles se multiplièrent. La voiture de Julien fut suivie à des heures indues, non pas par des véhicules officiels, mais par des voitures banalisées. Sa maison fut perquisitionnée en son absence. Aucune trace d'effraction n'était visible, seulement la certitude que quelqu'un s'y était rendu. Le conflit n'est plus abstrait. Il est devenu physique, présent, organisé. Malgré tout, Julien a continué d'avancer. À l'aide de la vieille carte, il repéra l'une des entrées possibles du tunnel dans un entrepôt abandonné, appartenant officiellement à la municipalité. Le cadenas était trop neuf pour un endroit aussi oublié. En le forçant, il découvrit un escalier en béton descendant dans l'obscurité, portant des traces d'utilisation récente. Rien ne laissait présager un tel état de négligence. L'air circulait. L'électricité était présente, alimentant des lampes à la faible intensité fixées au plafond bas. L'espace était non seulement fonctionnel, mais aussi entretenu. Julien n'avança guère plus loin. Des bruits métalliques résonnèrent au loin, indiquant qu'il n'était pas seul. Ce n'était pas le moment d'une confrontation directe. Il recula, conscient d'avoir franchi une limite qu'il ne pouvait plus ignorer. En apparence, il trouva Claire Dubois qui l'attendait. Pour la première fois, elle ne chercha pas à dissimuler sa peur. « Ils le savent, dit-il. Ils savent toujours quand quelqu'un descend. » La tension entre Julien et le village était devenue insoutenable. Il n'était plus seulement un enquêteur curieux. Il était devenu un facteur incontrôlable, un risque, et le système protégeant les grilles en fer commença à se mettre en marche pour le neutraliser. À partir de ce moment, la vie de Julien commença à se fragmenter en strates qui ne s'emboîtaient de plus. Le chercheur qui continuait d'assumer ses fonctions officielles coexistait avec un autre, invisible, qui évoluait en marge de la légalité et même de sa propre sécurité. Cette duplicité n'était pas seulement stratégique, elle était devenue une nécessité pour survivre. L'une des premières intrigues secondaires à s'intensifier fut la relation de Julien avec Marc Vautrin. L'ancien policier commença à agir comme une ombre discrète, n'apparaissant qu'en cas de besoin, jamais deux fois au même endroit. Marc ne donnait pas de réponse complète, seulement suffisamment d'éléments pour permettre à Julien d'avancer sans tomber dans des pièges évidents. Marc a révélé que sous la propriété Duval se cachaient bien plus que de simples tunnels, des compartiments étanches construits en plusieurs phases sur plusieurs décennies. Certains étaient anciens, datant de l'après-guerre, d'autres étaient beaucoup plus récents. Cela témoignait d'une continuité et non d'un événement isolé du passé. « Ce n'est pas un secret oublié », expliqua Marc un soir. « C'est un secret bien gardé. » Parallèlement, Claire Dubois commença à prendre plus de risques. L'épicier se mit à livrer des bribes d'informations qu'elle avait jusque-là refusé de révéler. Non par un courage soudain, mais par épuisement. Elle avait perdu un frère dans les années 90, officiellement déclaré abandonné du village. On n'avait jamais retrouvé son corps, il n'y avait jamais eu d'adieu. Claire pensait qu'il était descendu par les tunnels. Ces histoires n'étaient pas apparues isolément. Julien commença à remarquer des schémas, des disparitions toujours liées à des périodes de rénovation, des permis municipaux délivrés sans inscription au registre public, des camions circulant de nuit sous escorte informelle. Tout le village y avait participé, ne serait-ce que par son silence complice. Une autre intrigue secondaire se dessine lorsque Julien réalise que son passé lyonnais n'a pas été oublié. L'affaire controversée qui avait motivé son transfert refait surface dans des conversations voilées. Quelqu'un exploitait son passé pour l'affaiblir, préparant le terrain pour le discréditer s'il allait trop loin. La pression du temps s'intensifia lorsque Julien reçut une notification officielle de réévaluation fonctionnelle. Il ne lui restait que quelques jours avant d'être définitivement radié de Montfaucon. Le temps pressait. Pendant ce temps, les tunnels restaient actifs. Marc a signalé que certaines nuits connaissaient une recrudescence d'activité, toujours en lien avec des dates précises. Anniversaires, événements locaux, périodes électorales régionales. Ce n'était pas un hasard. Quelque chose était organisé pour coïncider avec des moments où l'attention extérieure était détournée. Julien a également découvert
qu'une partie du réseau de tunnels desservait des propriétés qui n'appartenaient plus officiellement à la famille Duval. Des maisons ordinaires, vendues au fil des ans à des habitants qui n'ont jamais soupçonné ce qui se cachait sous leurs pieds. Le village n'était pas seulement complice. Il était l'infrastructure même. Cette complexité rendait toute accusation simple impossible. Il n'y avait ni coupable unique, ni crime unique. Il s'agissait d'un système fragmenté, protégé par des décennies de normalisation et de peur. Le moindre faux pas pouvait déclencher des réactions en chaîne imprévisibles. Les intrigues secondaires convergeaient vers un point inévitable. Julien allait devoir choisir entre révéler une partie de la vérité et survivre, ou insister pour tout révéler et être réduit au silence comme tant d'autres. À l'approche de cette décision, quelque chose commença à changer sur la propriété. L'éclairage nocturne devint plus fréquent. Les portails portaient des traces d'entretien récents. Quelqu'un préparait quelque chose d'important. Le temps pressait. Le point de rupture ne s'est pas produit par une violence immédiate, ni par une révélation spectaculaire. Il est survenu silencieusement, de manière calculée, presque bureaucratique, exactement comme tout le reste dans ce système. Julien a été officiellement démis de ses fonctions par un matin glacial, sous prétexte de instabilité opérationnelle. Aucune accusation directe, aucune procédure formelle. On lui a simplement retiré son insigne, son arme et son accès aux systèmes internes. En moins de 10 minutes, il a disparu de l'institution. Paradoxalement, cela lui a donné la liberté. Libéré des contraintes protocolaires, Julien agit sans tarder. Marc Vautrin se présenta le soir même, porteur d'une information qui allait bouleverser le cours de l'enquête. L'un des compartiments souterrains serait ouvert sous 2 jours, non pas pour maintenance, mais pour utilisation. Marc ignorait ce qui se passait exactement là-dessous. Personne ne le savait. Mais un schéma se répétait. Chaque fois qu'un compartiment était réactivé, quelqu'un disparaissait ou quelque chose devait être retiré. Julien décida qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Empruntant une entrée secondaire donnant sur une ancienne cave à vin abandonnée, il redescendit dans les tunnels, s'aventurant cette fois plus profondément. L'espace était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Des couloirs renforcés de béton moderne se mêlaient à d'anciens murs de pierre. C'était comme traverser des strates temporelles, chacune construite pour protéger la précédente. Le tournant s'est produit lorsque Julien a trouvé des documents physiques. Aucun fichier numérique, aucun rapport officiel. Des dossiers, des carnets, des photographies. Des noms connus du village y figuraient, associés à des dates et à des observations glaciales. Il ne s'agissait pas de liste de victimes ordinaires, il s'agissait de sélection. Il comprenait, avec une intensité difficile à décrire, que la propriété ne dissimulait pas les crimes aléatoires. Elle fonctionnait comme un mécanisme de contrôle. Les personnes jugées instables, menaçantes ou gênantes étaient isolées sous prétexte de protection sociale, ni jugées, ni emprisonnées, simplement écartées. La France qu'il connaissait, celle des lois, des droits et des garanties, coexistait avec une autre, souterraine, où le silence remplaçait la justice. Avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passait, Julien entendit des pas pressés, coordonnés. Il se cacha dans un compartiment latéral et observa 3 personnes entrer dans la zone principale. Elles ne portaient pas d'uniforme. Elles n'en avaient pas besoin. Elles agissaient avec une autorité tranquille, comme des employés accomplissant leurs tâches quotidiennes. Parmi eux se trouvait une personne que Julien a immédiatement reconnue, un homme déclaré mort dans d'anciens registres. Un des derniers Duval, vivant, âgé, actif. La révélation fut dévastatrice. La famille n'avait pas disparu. Elle était simplement devenue invisible. La propriété n'avait jamais cessé d'être gérée. Elle avait simplement changé de fonction, s'adaptant aux besoins de l'époque. Julien comprit à cet instant précis qu'il ne s'agissait pas seulement de révéler un secret. Il avait été témoin de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Et désormais, il était lui-même impliqué. Lorsqu'il sortit des tunnels, il n'y eut plus aucun doute. L'histoire ne pouvait plus suivre le même cours. L'équilibre que Paris tenait tant à préserver était sur le point de s'effondrer. Mais le système réagirait. Dès que Julien quitta les tunnels,
Plus rien ne fut comme avant. Le village, jusque-là plongé dans une complicité silencieuse, entama un repli visible. Les portes commencèrent à se fermer plus tôt. Les lumières s'éteignirent avant la nuit. La peur, d'abord diffuse, devint concentrée. Julien savait qu'on l'avait vu. Pas forcément reconnu, mais perçu comme une présence étrange, une anomalie dans le cours normal des choses. La conséquence immédiate fut une surveillance constante. Des véhicules stationnés à des points stratégiques, des visages inconnus circulant dans le village, feignant la normalité avec peu de conviction. Marc Vautrin devint plus prudent. Il ne se présentait plus à l'improviste. Lorsqu'il s'entretenait avec Julien, il privilégiait des lieux publics et inédits. Son attitude n'était plus seulement celle de la vigilance, mais celle de la résignation. Quand il bouge comme ça, c'est que le processus a déjà commencé, a-t-il dit, et il ne s'arrête généralement pas à mi-chemin. Claire Dubois a subi les premières représailles indirectes. Ses fournisseurs ont cessé de la servir. Des inspections sanitaires sont apparues sans prévenir. Aucune accusation, seulement des pressions. Le message était clair, coopérer à un prix. Ces réactions n'avaient pas pour but de réduire Julien au silence immédiatement, mais de l'isoler, de le rendre invisible, discrédité, seul. Une stratégie ancienne et efficace, et presque impossible à contrer sans preuve irréfutable. Julien a tenté de contacter un journaliste indépendant marseillais qui avait enquêté des années auparavant sur des réseaux de corruption institutionnelle. Le rendez-vous a été fixé puis annulé. Le journaliste n'a fourni aucune explication. Il a seulement envoyé un court message « Je ne peux pas continuer. Quelqu'un est déjà passé par là ». Le système a commencé à fermer toutes les sorties. Entre-temps, l'activité sur le site s'intensifiait. Des camions commençaient à circuler à des heures irrégulières. Le déchargement du matériel avait lieu la nuit. Les tunnels, autrefois discrets, fonctionnaient désormais à plein régime. Julien comprit que la réactivation du compartiment n'était pas un événement isolé. Elle s'inscrivait dans une transition plus vaste. Quelque chose d'ancien était mis hors service ou remplacé. La conséquence la plus grave, cependant, fut d'ordre interne. Julien commença à prendre pleinement conscience de ce qu'il avait découvert. Il ne s'agissait pas simplement d'une enquête qui avait dérapé. Il s'était heurté à une structure créée pour décider qui méritait de rester sous les feux des projecteurs. Et cette structure ne tolérait aucun témoin. Marc apporta sa dernière contribution cette semaine-là. Il donna à Julien une vieille clé sans marque et une adresse hors du village. « Si vous allez jusqu'au bout, dit-il, ne revenez pas en espérant la justice. Juste la vérité, et même cela à un prix. » Les réactions autour d'eux indiquaient que la période d'observation était terminée. La phase suivante exigerait une action directe et un risque absolu. Julien n'avait plus la possibilité d'attendre. Julien quitta Montfaucon avant l'aube, sans dire au revoir à personne. Non par froideur, mais par une compréhension tardive. Les adieux laissent des traces. Il retrouva l'adresse que Marc lui avait donnée, une ancienne station d'épuration désaffectée à la périphérie de Clermont-Ferrand, à l'écart des sentiers battus et loin de toute administration. Là, pour la première fois depuis son arrivée au village, Julien ne fut pas aperçu. Des décennies auparavant, la gare avait servi de nœud logistique lors des réformes régionales. De vieux tunnels passaient en dessous, reliés à des lignes oubliées. C'était le genre d'endroit qui figurait sur les cartes techniques, mais pas dans la mémoire collective. Exactement le genre d'espace que le système ignorait, car il n'en avait plus besoin. Julien profita de ce temps pour réorganiser ses connaissances. Non pas en tant qu'enquêteur officiel, mais comme quelqu'un qui devait survivre suffisamment longtemps pour pouvoir agir. Il abandonna l'idée d'une grande révélation publique. Il comprit que la structure à laquelle il était confronté ne s'effondrerait pas avec un seul dossier. Il fallait la dévoiler petit à petit, la forcer à réagir, à se révéler. La progression de Julien n'avait rien d'héroïque ni de soudain. Elle était pragmatique. Il a commencé à tout consigner sous de multiples formats, répartis à différents endroits. Mémoire physique, numérique et analogique. Chaque information importante cessait d'exister en un seul lieu. S'il était réduit au silence, les données disparaîtraient.
Sa façon de se déplacer changea également. Il ne suivait plus de routine. Il ne restait pas plus de 2 nuits au même endroit. Il apprit à observer avant d'agir, chose qu'il avait auparavant négligée par excès de confiance envers les institutions. Ce processus d'adaptation a été éprouvant émotionnellement. Julien a réalisé qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel, la certitude d'appartenir à une institution. Il n'était plus rattaché ni à une institution, ni à une communauté. Il évoluait dans un espace intermédiaire, où la confiance était toujours provisoire. Malgré tout, le projet a progressé. En recoupant les informations disponibles, Julien a identifié d'autres lieux similaires au domaine du Val dans différentes régions de France. Non identiques, ils présentaient néanmoins des similitudes, schémas administratifs, autorisations spéciales et lacunes documentaires. Montfaucon ne faisait pas exception, il servait de modèle. Cette prise de conscience a marqué une véritable avancée. Julien a cessé de combattre un seul ennemi et a commencé à appréhender le mécanisme dans son ensemble. Il n'essayait plus de l'arrêter directement, mais d'intervenir. Un retard ici, une petite fuite là, de minuscules fissures qui ont provoqué des mouvements défensifs. Chaque réaction du système a produit de nouvelles traces, de nouvelles preuves. L'homme qui était arrivé au village en quête d'anonymat acceptait désormais consciemment le risque de vivre en marge de la société. Non par vengeance, ni par souci de justice abstraite, mais parce que se retirer reviendrait à laisser le silence s'installer sans résistance. Julien n'était plus le même. Non pas qu'il fût devenu plus fort au sens classique du terme, mais parce qu'il avait appris à se débrouiller sans aucune garantie. Sa progression ne se mesurait pas à l'aune des victoires visibles, mais à sa capacité à continuer d'avancer, même lorsque tous les repères s'effondraient. Pendant ce temps, le domaine Duval se préparait à réagir. L'ingérence de Julien n'est pas passée inaperçue. De légers retards logistiques ont engendré d'inhabituels dysfonctionnements administratifs. Les autorisations étaient accordées puis révoquées à un rythme effréné. Des documents aux dates contradictoires ont fait surface. Des personnes qui n'auraient jamais dû se croiser ont commencé à échanger des messages, cherchant à comprendre des anomalies absentes des rapports officiels. C'était exactement ce que Julien voulait. Il observait les réactions à distance, par des contacts indirects et des canaux intraçables. Chaque correction d'urgence révélait de nouveaux noms, de nouvelles connexions, de nouveaux points de pression. Le système, habitué au silence, devait désormais s'expliquer pourquoi il était observé. Julien savait qu'il ne pourrait pas maintenir ce rythme longtemps. Plus le mécanisme bougeait, plus il se rapprochait de sa localisation. Le point culminant exigerait un geste final, quelque chose qui obligerait la structure à se manifester pleinement, ne serait-ce qu'un instant. La clé remise par Marc s'est avérée essentielle. Elle a ouvert un ancien compartiment de contrôle relié aux tunnels principaux de la propriété Duval. Un point oublié, officiellement désactivé, mais encore physiquement connecté au cœur de l'opération. Julien est retourné à Montfaucon sous une fausse identité, profitant des festivités régionales. Le village était trop bondé pour une surveillance efficace. Musique, touristes, mouvements incessants. Le bruit idéal. Pendant que les villageois fêtèrent l'événement, il longea les limites de la propriété, suivant les anciens chemins tracés sur la carte. Chaque pas était calculé, l'improvisation était proscrite, les intrigues secondaires touchaient à leur fin. Claire avait quitté le village discrètement quelques jours auparavant. Marc était introuvable depuis des semaines. Julien descendit par l'accès secondaire peu avant minuit. Les tunnels étaient en activité, mais concentrés sur une autre zone. Le compartiment de contrôle était resté intact, exactement comme Marc l'avait décrit. Du matériel ancien mais fonctionnel. Des connexions directes avec des systèmes plus modernes. Un dangereux chevauchement entre l'ancien et le nouveau. Là, Julien préparait son coup final. Il n'avait pas l'intention de détruire quoi que ce soit. La destruction engendre des réactions rapides et maîtrisées. Ce qu'il avait prévu, c'était une révélation forcée, un effondrement du discernement. Le système a programmé la diffusion simultanée de documents internes vers plusieurs canaux externes, à différents moments, empêchant ainsi toute intervention unique de les contenir tous.
Parallèlement, il a engendré des failles visibles dans le confinement, contraignant les exploitants immobiliers à agir en urgence. Le système devait choisir, garder le secret ou contenir la fuite. Il ne pouvait pas faire les deux. Julien savait qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière. Le point culminant ne serait pas une confrontation physique immédiate, mais une collision inévitable entre le silence et la visibilité. Et il était au cœur de tout cela. Le premier signe que le plan avait fonctionné fut presque imperceptible. Un délai de quelques secondes, dans l'éclairage du tunnel. Un bruit électrique inhabituel. Julien resta immobile, les yeux rivés sur le vieux panneau devant lui, tandis que les systèmes, habitués à la prévisibilité, commençaient à dysfonctionner les uns après les autres. En quelques minutes, l'effet domino est devenu incontrôlable. Des documents internes ont commencé à fuiter hors de l'enceinte sécurisée de l'établissement et à circuler par des voies qui n'auraient jamais dû les recevoir. Il ne s'agissait pas encore de diffusion publique, mais suffisamment de traces pour déclencher des alertes automatiques auprès d'organismes externes, des audits régionaux et des systèmes de vérification croisés. Le secret n'était pas totalement dévoilé, mais il était désormais impossible de faire comme s'il n'existait pas. Dans les tunnels, la réaction fut immédiate. Des pas précipités, des voix étouffées, des ordres laconiques, sans explication. Julien comprit que, pour la première fois, ces gens ne suivaient pas un protocole établi. Ils improvisaient. Le système qui avait toujours fonctionné en silence devait désormais se dépêcher. Il a bougé. Julien se fraya un chemin dans les couloirs latéraux, l'esprit concentré sur le cœur opérationnel. Le chemin le mena à l'un des compartiments centraux, celui qu'il avait vu remis en service quelques jours auparavant. La porte était ouverte. À l'intérieur, des équipements modernes contrastaient avec les vieux murs. C'est là que se prenaient les décisions finales. La confrontation s'est déroulée sans aucun cri. L'un des opérateurs tenta de l'arrêter, mais hésita en le reconnaissant. Non par peur physique, mais parce qu'il comprit que Julien n'était pas là pour négocier ou détruire. Il était là pour témoigner. « Vous ne comprenez pas ce qui fait fonctionner tout ça », dit l'homme, essayant de gagner du temps. Julien ne répondit pas. Il se dirigea vers le centre du compartiment et activa la dernière étape du plan, une transmission définitive et irréversible destinée à des instances qu'il était impossible d'archiver ou d'effacer sans laisser de traces. À ce moment-là, l'homme plus âgé entra. Duval. Il n'avait pas l'allure d'un méchant classique. Aucune colère, aucune urgence, juste de la lassitude. Il observa Julien quelques secondes avant de parler. « Il y a toujours quelqu'un qui se prend pour un sauveur du monde », a-t-il déclaré. Et cette personne ignore toujours le chaos qui s'ensuit. Julien a finalement pris la parole. Le chaos existait déjà. Il était simplement enfoui. Le système avait atteint son point de rupture. L'alarme a retenti, non pas dans les tunnels, mais à la surface, dans les instances officielles, dans des bureaux qui n'auraient jamais dû être au courant de ce qui se tramait. L'établissement, conçu pour fonctionner dans l'invisibilité, était devenu l'épicentre d'une fuite impossible à contenir. Le tournant ne fut pas l'effondrement immédiat de la structure, mais un phénomène plus insidieux et dévastateur. Les opérateurs commencèrent à déserter leur poste. Non pas sur ordre, mais par instinct de survie. Des noms furent associés à des documents. Des décennies d'anonymat s'évanouirent en quelques minutes. Julien n'a pas tenté de s'échapper. Il n'en avait pas besoin. Le système ne savait plus comment réagir face à quelqu'un qui ne cherchait pas à fuir. Lorsque les forces extérieures atteignirent enfin les portes de fer, elles ne rencontrèrent aucune résistance organisée. Seulement des couloirs vides, des dossiers ouverts et trop de preuves pour être ignorés. Le point culminant ne s'est pas conclu par des explosions ou des arrestations immédiates, mais par quelque chose de bien plus transformateur. Le silence a été publiquement rompu, et rien de ce qui dépendait de lui ne pouvait rester intact. Les jours qui suivirent l'effondrement de la succession Duval ne furent pas marqués par des réponses claires, mais par une succession de conséquences inévitables.
La France se réveilla face à une réalité dérangeante, des rapports contradictoires, des commissions d'urgence, des déclarations prudentes qui tentaient d'en limiter l'impact sans reconnaître pleinement l'ampleur des révélations. Les portes en fer furent finalement ouvertes, non pas par des curieux ou des journalistes, mais par des équipes officielles qui, en franchissant cette frontière restée intacte pendant des décennies, découvrirent un espace qui ne correspondait à aucune catégorie juridique connue. Ce n'était ni une prison, ni un hôpital, ni un centre de recherche. C'était un lieu hybride, délibérément indéfini, conçu pour échapper à toute étiquette susceptible d'exiger un contrôle. Les conséquences institutionnelles se sont manifestées de manière fragmentée. Des fonctionnaires de niveau intermédiaire ont été démis de leurs fonctions. Des enquêtes parallèles ont vu le jour dans différentes régions du pays. Certains noms ont disparu des gros titres avant même d'être officiellement mentionnés, protégés par d'anciens mécanismes encore en vigueur. Rien n'était rapide, rien n'était simple. Julien devint une figure gênante, ni héros public, ni accusé exemplaire. Son nom apparut dans des fuites, puis disparut. On tenta de le discréditer, de le présenter comme un agent isolé et instable émotionnellement. Mais désormais, les preuves étaient trop nombreuses et disséminées à de trop nombreux endroits pour que l'on puisse réduire toute l'affaire à un récit simpliste. Claire Dubois fut interrogée, relâchée et ne revint jamais à Montfaucon. L'épicerie ferma. Le village, privé du silence qu'il avait soutenu pendant des décennies, entama un lent processus de dépeuplement. Certains partirent. D'autres restèrent, tentant d'apprendre à vivre sans la protection du secret. Marc Vautrin restait introuvable. Officiellement, il n'était considéré ni comme suspect, ni comme témoin clé. Officieusement, personne ne semblait se soucier de le retrouver. La conclusion la plus difficile fut la prise de conscience collective que le système n'avait pas été complètement détruit, seulement mis à nu. Des fragments continueraient d'exister, peut-être sous d'autres formes, ailleurs. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Il y avait désormais des archives, des témoins, la mémoire collective, et cela rendait impossible de faire comme si de rien n'était. Des mois plus tard, les grilles de fer n'occupaient plus la même place dans l'imaginaire collectif. Non pas qu'elles aient été oubliées, mais parce qu'elles avaient été redéfinies. De simples clôtures les ont remplacées, provisoires, presque banales, tandis que l'État débattait du sort d'un espace qui n'aurait jamais dû exister. Julien observait tout de loin. Il ne reprit pas ses fonctions publiques. Son nom demeura associé à des affaires inachevées, des débats juridiques et des rapports classifiés. Il vivait dans un déracinement constant, non par peur immédiate, mais par habitude. La stabilité était devenue une notion trop abstraite. Dans un café anonyme d'une autre ville, Julien ouvrit un journal et y découvrit un bref article annonçant la réouverture d'anciennes enquêtes que l'on croyait closes. Aucune mention directe de la propriété Duval. Aucune explication complète, mais les rouages se mettaient en marche. Tandis que Julien pliait le journal, il remarqua quelque chose d'écrit à la main au dos, laissé là par quelqu'un qui était passé plus tôt. Certaines portes n'ont pas été construites pour protéger le monde, mais pour le cacher à lui-même. Il quitta le café sans se retourner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cette histoire ne se limite plus à la page. Elle existe désormais dans votre interprétation, dans les questions qui subsistent et les angoisses qui persistent après la dernière ligne. Des histoires comme celle-ci ne parlent pas seulement de lieux ou de personnages, mais aussi de systèmes silencieux, de choix collectifs et du prix à payer pour le confort de l'omission. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Croyez-vous que des structures comme le domaine Duval puissent exister en réalité, dissimulées sous une apparence de normalité? Quelle décision auriez-vous prise à la place de Julien? Tout révéler, même en connaissant les conséquences, ou vous taire pour préserver votre propre vie? Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager. Plus elle sera lue, plus il sera difficile pour le silence de l'emporter. Oh God! Ah! I don't have enough space! Guys, why do I have so many acid mushrooms?
What the fuck? Okay, we need copper. Oh fuck. It's okay, it's not dark underwater. It's pretty fucking dark underwater. Okay, copper! Psst, psst, psst. What's this? Quartz? Detecting sulfur deposits in the local. Guys, I can't see shit! Sulfur is an essential component of the repair tool. What's that? What's that? What the fuck? Oh, sulfur? Friend? I couldn't... It didn't seem like a friend. Do your friends just swim up to you and blow in your ass? Wait, what kind of friends are you having? Yes? Okay, sure. Do we need glass for... Oh, we do, for the lantern. We don't have fucking copper. How do I get fucking copper? Shit. Wait. We can make a... Wait, we can actually make a repair tool? What's this? Oh, we repair. Okay, so all the repair tool was literally raising up a cable. Couldn't I have done that with my bare hands? Secondary systems online. Five. Running full environment diagnostic and outputting results to databank. Oh, thanks, computer. That is very nice of you. Okay, we really need a battery.